Imaginez que vous êtes au cinéma. Pratiquement tous les cinéastes dont je parle dans cet épisode, tous ces oubliés, ont connu d'immenses succès commerciaux et aussi de prestige. Et puis, ils ont comme disparu de la mémoire collective. Ils ont été effacés, éradiqués. Manque d'attention de la critique, absence d'intérêt pour le cinéma qu'ils faisaient, changement de mode, de sensibilité, fin de carrière décevante. Il y a un homme, qui, à la fin des années 70, qui en a défendu au moins 3 de ces cinéastes, c'est Patrick Brion et son mythique Cinéma de minuit, qui était le seul à programmer, à faire restaurer et à défendre des films de Bernard, de Tourneur et de Litvak. Très tôt, je me suis intéressé aux films de certains de ces cinéastes. Je vais découvrir le très brillant, le très amoral, le très percutant, avec le sourire, portrait d'un arriviste cynique et charmeur qui ne recule devant rien, chantage, délation, mensonge, pour arriver à ses fins. Oh, mais c'est épouvantable, monsieur Ledru. Alors, d'après vous, ma femme me trompe? Comment? Vous ne le saviez pas? Oh, alors là, je suis navré, monsieur Albert. Oh, j'ai l'impression d'avoir fait une gaffe. Mais qui donc se permet de me critiquer? Ah, je vous en prie, monsieur. Je ne suis pas un délateur. Et puis, il s'agit de quelqu'un qui vous touche de si près. Ça vous ferait de la peine de savoir que votre collaborateur immédiat, celui qui a toute votre confiance... Brusin! Un hypocrite, un fielleux! Ah! Ah, voilà, qui ne voisira pas longtemps ici. Oh, vous allez faire de la peine à Mlle Suzy d'Orfeuille. Pourquoi? C'est son amant. Vous ne le saviez pas? Il s'en prendra même au directeur des Beaux-Arts, réussissant à le faire chanter en lui faisant croire qu'il détient des secrets sur sa femme. Sa fiche anthropométrique? Voilà. Sa fiche, c'est bien ça, au nom de mademoiselle... Oh, dites-le, allez. Emma Piédoux, dites-le infatigable. Son nom de jeune fille, j'aurais jamais osé le prononcer. Monsieur Larnois, brûlez cette fiche et je vous donne 100 000 francs. Non, je veux l'opéra. C'est une idée fixe. Bon. 4 petits billets de 100 francs. L'originalité spécifique du film, comme le note Jacques Lourcel, est qu'au lieu d'être grinçant, il est léger, charmant, insidieux, à double fond, comme le sourire de son héros. Il est petit, mon capital. Je suis un Crésus en espadrille. Et malgré moi, un sentiment me dit que cet argent fera sûrement des petits. On attribuait ce ton brillant, original, au dramaturge Louis Verneuil, Ma cousine de Varsovie, et aussi la pièce qui inspira à Hitchcock La loi du silence, mais Christine Leteux, dans son livre sur Maurice Tourneur, nous apprend que Verneuil n'a rien écrit, sauf quelques paragraphes. Tourneur, lassé d'attendre, avait contacté Carl Riem et lui demanda d'écrire le scénario et les dialogues, et c'est avec lui que le film fut écrit. Carl Riem, l'auteur du scénario, comment ça va? Et voici aussi, voici Maurice Tourneur, le metteur en scène. Tout aussi remarquable, Justin de Marseille, encore écrit par Carl Riem, est un mélange très original de comédie marseillaise, de moments néo-réalistes, de scènes exotiques
de films noirs sur fond de trafic de drogue. J'ai de beaux violets de roche. Extra, mon ami. Oh, qu'il est beau, Sister, aujourd'hui. Il y avait un beau costume. Tu as belle cravate. La cravate. Regardez ses yeux, ça. C'est quand un homme du milieu, il respecte plus le milieu, il est foutu. T'entends ce que je te dis? Sinon, tu vas fermer ta gueule, oui? Il abonde en notations insolites, ce macro noir qui va connaître une mort violente. Ou ce règlement de compte avec la police qui débouche sur ce travelling très scorsésien. On change continuellement de ton, passant d'un meurtre filmé à l'américaine à une notation cocasse, Oh, coquine de ça. Il court bien, ça, hein? à une séquence désopilante, Vite, je n'ai pas une minute à perdre. Je poursuis des bandits terribles et j'ai oublié de faire le plein. Eh ben, avec cette canicule, je vous plains, monsieur l'agent. Enfin, le devoir, c'est le devoir, pas vrai? Et dites, monsieur l'agent, et si vous veniez prendre quelque chose en attendant? Mais écoutez, c'est pas de refus, mais sur le pouce, hein? Oui. Et je profiterai de vous raconter l'affaire. C'est du cinéma. ou à cette mémorable scène de famille. Je suis dans le château, Justin, il sait répondre. Il a des collègues, Justin, pour faire respecter sa volonté, tu entends, et des points aussi. Et si l'italien continue, il y a des... Petit. Je veux qu'on me foute la paix, tu entends, maman, on me foutra la paix, même... Petit. Je me dirai si je veux, mon Dieu. Pardonne-moi, maman, aujourd'hui, je suis un peu nerveux, tu sais, hein? Oui, je sais. Autre grand film de tourneur, Au nom de la loi, étonne par sa précision documentaire, ses plans d'extérieur, cette découverte d'un cadavre dans une rivière. Bonjour. Pauvre Clamart, ça devait lui arriver. Il a refait une balle de revolver derrière la tête. Qui a fait se couler l'oreille, là. Le film est truffé de notations documentaires. Il n'y avait pas à l'époque de femmes dans la police, et c'est donc la concierge du quai des Orfèvres qui doit s'occuper de la fouille à corps. Cette scène, elle est réaliste. C'est-à-dire qu'on va échanger des orions, on va se battre au sens propre, mais surtout, on ramène quelqu'un vivant, intact. C'est pas vrai que vous n'avez pas de preuves. Mais n'importe comment t'as fait nous tuer un inspecteur, t'es bon pour la Guyane. Allez, allez, parle, maintenant tu viens que t'es foutu. Oui, c'est pas la Guyane qui t'attend, c'est la guillotine. C'est toi qui as fait Clamart. C'est toi. Moi. Je dis que c'est pas moi. Et cette scène d'interrogatoire musclé de Gabriel Gabriot, brusquement interrompue par ce repas qu'on sert. C'est de cette pratique qu'est née l'expression « passer à table ». Alors, ce qui est très drôle, c'est que les truands le disent, emploient la même expression, ils se mettent à table, ils passent à table. Et rituellement, ça paraît fou, c'est du folklore merveilleux, en même temps, eh bien, on passait à table. Amédée! Tiens, bois ça.
Et il n'a pas parlé, hein, apparemment, le chauffeur de taxi. Enfin, moi, j'ai compris ça comme ça. Mais c'est Vanel, hein, je crois, qui lui offre un coup de vin. Et le regard qu'échangent les deux hommes, ça, c'est quelque chose d'étonnant. Merci. Viens. Je rentre après, tu sais. Jean Gabin m'a raconté qu'à cette époque, les tournages pouvaient durer 10, 12, voire 15 heures, selon le bon vouloir des producteurs. Et il ajoutait, j'entends encore sa voix, et il nous payait avec des haricots beurre frais. Je voulais qu'il me parle de Jacques, et lui a préféré m'évoquer Maurice, en disant, lui, c'était le premier metteur en scène qui a imposé des horaires fixes, qui s'arrêtaient à 19h30 ou à 20h, quoi qu'on tourne. Et il ajoutait, il disait toujours, maintenant les petits, faites-moi rire, et lui ne riait jamais. Y a pas de quoi faire à l'escadron? J'ai pas le temps, mon général. Pourquoi? Je suis toujours en prison, alors je peux pas y aller. Belle occasion de montrer quelques plans des gaietés de l'escadron. Le film tranche sur les vaudevilles troupiers à la mode, genre Tampon du Capiston, etc. D'abord parce que ça n'est pas un vaudeville, mais une chronique satirique de la vie militaire, très fidèle à Courteline. Il n'y a pas d'intrigue proprement dite, pas de rebondissement, pas de quiproquo, juste une série de petits faits que Tourneur filme avec une légère distance amusée. Voulez-vous que je vous dise, chef, je suis trop bon. Je suis trop bon, tout le monde se fout de moi. Mais ça ne se passera pas comme ça va changer, dans le game, ça va changer, vous entendez? Comment vous fumez, vous foutez de moi, vous aussi? Donnez-moi du feu. Rému Campin hurlurait définitif. Trop bon! Trop bon! Partons toutes les amours, on part à Barbara. Nous souperons et nous rirons, pour le reste on s'amassera. Certains plans colorés au pochoir qui ont été restaurés sont des merveilles. Quand t'es prisonnier, hein? Oui. Ce qu'il y a de plus bas de Cop Corvée, c'est la corvée de quartier. Ah oui? Alors, quand c'est qu'elle est finie, la corvée de quartier? Quand il n'y a plus d'ordures. Alors? Alors, avec ce truc-là, il y en a toujours. T'as bonne mine. Mes salauds, vous en avez de l'astuce, vous. Voilà une espèce d'enflé, là, qui a failli me flanquer les quatre fers en l'air, là. Hé! Incapable de tourner après un accident de voiture où il perd ses deux jambes, il traduira des Serrés noirs. Personne ne s'intéresse à lui, à l'exception de Jean Mitry. Mais il sera aidé, nous apprend Christine Leteux, par son ancien assistant, Clarence Brown, devenu un metteur en scène important. Effaré de le voir dans une telle détresse, Brown va le soutenir, lui dont l'œuvre avait égalé en influence celle de Griffiths. Quant à Anatole Litvak, c'est un de nos grands regrets, à Pierre Ressian et à moi-même, d'être passé à côté de lui, de n'avoir jamais essayé de le rencontrer. Cet émigré russe qui avait travaillé dans plusieurs pays, la Russie, l'Allemagne, qu'il avait quitté très tôt, la France, les États-Unis, était, paraît-il, généreux, accueillant, chaleureux. Nous étions, il faut le dire, influencés par le ton de la critique de l'époque. Habitude très française, il fallait toujours défendre contre. On défendait Preminger, ce qui était très bien, mais contre Litvak, qui avait signé plusieurs films démodés et décevants. Résultat, nous sommes passés à côté d'un personnage sans doute passionnant, d'un cinéaste qui avait tourné aux États-Unis le premier film anti-nazi, et plusieurs réussites comme Ville conquise, Raccrocher, c'est une erreur, et surtout Le Traître, une évocation crépusculaire de l'Allemagne nazie en train de sombrer. Même son remake du Jour se lève, The Long Night, mérite mieux que ce qu'on en a dit. Et puis, il a joué un rôle extraordinairement important dans Pourquoi nous combattons. Des gens comme Karl Forman, comme Bud Schulberg nous ont dit qu'il avait été la
conscience de ces films, qu'il avait été le cerveau et que son rôle intellectuel était beaucoup plus grand que celui de Capra. Et tous les films qu'il a fait aux États-Unis, ou en tous les cas la plus grande partie d'entre eux, sont écrits par des scénaristes communistes ou très progressistes. Et je trouve que ce n'est pas un hasard s'il quitte l'Amérique à la fin des années 40, au moment où commence le maccarthisme, au moment où commence la chasse aux sorcières. Et là-dessus, je pense qu'il avait aussi des choses à dire. Le premier choc a été provoqué par la découverte de Cœur de Lilas. La mise en scène, très inventive, joue avec le son aussi brillamment que le Renoir de la Chienne. Regardez ces travelling en extérieur, cette chorégraphie de différents défilés qui culmine, séquence brillante, avec la découverte d'un cadavre. Cœur de Lilas juxtapose avec brio des genres, des tons très différents. L'enquête policière avec flics infiltrés. Des moments sentimentaux qui évoquent les chefs-d'œuvre de Borzégui. Alors, vous descendez encore pas? Eh ben, vous y prenez goût à ma voiture. Alors, encore une tournée de terminus. Toujours 6 francs. Ou de comédies comme cette chanson de Fernandel. Ne te plains pas, éclate, te marier, soit trop belle, te plains pas, qu'elle est de beaux sapins. Te plains pas, complote de ta donzelle, te plains pas, quand on te la poindra. Fallait pas la choisir si belle qu'elle excite notre désir. Elle aurait une sale gueule, on te la laisserait pour toi tout seul. Te plains pas, éclate, te marier, soit trop belle, te plains pas, qu'elle est de beaux sapins. C'est un film qui tourne le dos à beaucoup de clichés. Cette scène de bagarre, reléguée hors champ. Nous vous laissons tout à votre bonheur. Ou cette séquence finale, une séparation que vient sans cesse perturber une noce. Au revoir, mademoiselle, au plaisir. Je pensais que par toi... Et tu t'es dit, c'est elle qui a fait le coup. Lila, écoute-moi, je t'en supplie, puisque je te dis... Je ne crois pas. Je te crois plus. Oh oui, tout ce que tu m'as dit, c'était des mensonges. Oh, tu m'as dit que tu m'aimais, c'était faux, c'était pour me faire avouer. Oui, bien, j'avoue. Mais c'est moi qui tué le père Nobillon. Eh bien, qu'est-ce que t'attends pour toucher ta prime? Les longs mouvements d'appareil, les longs plans sont une des marques de Litvak et se retrouvent dès l'ouverture de cette vieille canaille.
qui est venu, qui a tenu parole. Dans son autobiographie, Elia Kazan raconte que Litvak était le seul cinéaste à imposer ce style de plan dans la Warner des années 30, à choisir lui-même les angles, les cadres et à ne jamais rien déléguer au chef opérateur. L'équipage, avec ses remarquables séquences de combats aériens, rythmées par une belle musique d'Arthur Honegger, fut le deuxième choc et la première collaboration avec Joseph Kessel, avec qui il fit 5 films. Cette histoire d'amitié entre deux pilotes, dont l'un découvre qu'il est amoureux de la femme de l'autre, ce qui va les éloigner, est à peine amoindrie par l'interprétation un peu fadasse de Jean-Pierre Aumont. Charles Vanel, une fois de plus exemplaire, jouait tout en délicatesse un personnage solitaire, tragique, fragile et mal aimé. Excusez-moi, je suis d'une sensibilité ridicule, ne me jugez pas là-dessus. Mais il y a des moments où je suis à bout. La vie ne veut pas de moi, la mort non plus. Souvent, j'aimerais mieux en finir. Comment pouvez-vous dire ça? Il y a tout de même des gens qui vous aiment, qui vous attendent, pour qui la joie... Oui, vous avez raison. Je suis fou. Mais oui. Mais bien sûr, quelqu'un m'attend. Ma femme. La mise en scène à la fois lyrique et retenue nous avait semblé supérieure à celle de la patrouille de l'Aube de Hawks. Regardez dans cette scène admirablement filmée comment surgit l'horreur de la guerre. Allons, rêveux. Descendez-le, vite! Un brancard, les gars, en vitesse! Maury! Attention à sa tête! Mon capitaine, vous n'avez pas remarqué qu'on a tiré sur vous? Non, mon capitaine. Le moteur parlait très fort. Doucement! Toujours la mélasse, ils doivent pas s'amuser là-bas, tiens. Je veux couper. Oh, bon. On la sent aussi dans cette séquence de messe où l'on attend le retour d'un équipage envoyé au casse-pipe sur l'ordre stupide d'un général. L'histoire d'amour fait ressortir la violence du contexte et nous entraîne vers la tragédie, comme dans ce plan où Annabella, magnifique, suit le camion emmenant son amant sans remarquer les blessés qui la croisent. Ajoutons, note pittoresque, que La Dame dans l'auto est un des films favoris de Quentin Tarantino, qui juge que c'est le chant du cygne le plus cool d'un cinéaste dans les années 70. Autre cinéaste longtemps oublié, Raymond Bernard vient d'être redécouvert. Les Cahiers du cinéma et Le Monde ont même rangé Les Croix de bois parmi les grands chefs-d'œuvre du cinéma français, sortant le cinéaste d'un long purgatoire, en France en tout cas, et cela malgré les efforts de quelques défenseurs, Lenny Burger, Patrick Brion ou Jacques Siclier. Pendant très longtemps, Les Croix de bois, d'après Roland d'Orgelès, fut simplement le film qu'on projetait à la télé le 11 novembre. Il s'agit pourtant d'une œuvre exceptionnelle. La quasi-totalité des acteurs et des auteurs avaient participé à la guerre de 14, ce qui explique peut-être la conviction du film. Mélange de réalisme dépouillé, comme cet épisode où les soldats découvrent que l'on creuse une mine sous leurs tranchées pour les faire sauter.
c'est bien ça. Allez t'y attendre. Ils en ont déjà fait sauter une le mois dernier. Alors? Eh ben, je vais aviser le commandant. Et moi, je vais demander des ordres. Et nous? Il faut attendre ici, naturellement. Vous ne voulez pas qu'on abandonne le Mont-Calvaire, non? Après des jours d'attente, ils croisent ceux qui les relèvent, scène dépouillée et déchirante à la conclusion terrible dans sa retenue. Combien qu'ils étaient? 11. Et 4 mitrailleurs. Les attaques nocturnes figurent parmi les plus grandes scènes de guerre de l'histoire du cinéma, avec une extraordinaire utilisation du son, premier mélange de pistes sonores du cinéma français. Il fallait que le fracas des obus, des explosions, les sifflements soient très présents, sans pour autant couvrir les dialogues. Cours! Ça y est! Courez, mon commandant! Qu'on téléphone à l'artiste, allons, il tire! Vite! J'ai eu des difficultés immenses. Naturellement, c'était tout au début du parlant. Il s'agissait d'abord de créer l'atmosphère sonore de la guerre. Pour créer l'atmosphère sonore de la guerre, il fallait d'abord pouvoir enregistrer les explosions dues aux éclatements d'obus, dues aux mitrailleuses, dues aux fusils. Bien, pour tout ça, j'ai fait de très nombreuses expériences. J'ai anéanti je ne sais pas combien de micros. Après vous, mon lieutenant? C'est les peurs? Moi, peur? Je sortirai le premier. Il y a Moras qui se dégonfle. Il sortira tout de même, va. C'est plus dur que de foutre les types en tôle. Une attention humaniste aux personnages, une absence de pittoresque, on sait peu de choses des différents protagonistes, cohabitent avec une dénonciation implacable de ce que l'on fait subir à ces mêmes personnages. Sans tirade, sans phrase, juste des faits, des images extraordinairement photographiées par Kruger. Il y a des plans inouïs, d'une force, d'une émotion incroyable. Je voulus réaliser les croix de bois, d'abord dans une atmosphère humaine vraie. Je tournais les croix de bois presque uniquement dans les lieux où des batailles s'étaient déroulées. Mais il se passait ceci, c'est que, à plusieurs reprises, nous avons déterré des cadavres. Et quelques-uns même ont pu être identifiés. Et cela a eu un retentissement assez grand, assez douloureux, je dois dire. Pas trop, mon gars, ça te fatigue. Charles Vanel
venait de réaliser une scène dans un cimetière la nuit. Il mourait dans ce cimetière et je me souviens que quelqu'un lui dit « Comme vous l'avez bien joué ». Et Vanel lui répondit tout simplement « Mais pour ce genre de rôle, il n'y a pas besoin de jouer, il n'y a qu'à se souvenir. » Les Misérables est sans doute la meilleure adaptation du chef-d'œuvre de Victor Hugo, avec des interprètes idéaux. Harry Bor, inoubliable Jean Valjean, Charles Vanel, une fois de plus génial en Javert, Florel, sans oublier Charles Dulin et Marguerite Moreno, Thénardier définitif. Nous gardons Cosette. Oui, nous venons de réfléchir, ma femme et moi. Au fond, nous n'avons pas le droit de vous la donner. Après tout, c'est sa mère qui nous l'a confiée. Je suis un honnête homme, cet enfant est un dépôt sacré. Et puis j'ai juré à sa mère de l'aimer autant que mes petites. C'est des choses qu'on n'oublie pas. Il ne sera pas dit que nous nous arracherons le cœur pour 1500 francs. Raymond Bernard s'y livre ici et là son péché mignon, les cadrages obliques, mais se montre très inspiré dans de nombreuses scènes intimes. La rencontre avec Monseigneur Myriel. Monseigneur. Monseigneur, c'est un évêque. Vous avez arrêté cet homme. Vous vous êtes mépris, ce n'est pas un voleur. Les couverts, c'est moi qui les lui ai donnés hier soir, avec 2 chandeliers d'argent. Il est très pauvre, et je n'avais rien d'autre à lui donner. Pourquoi n'avez-vous pas emporté vos chandeliers? Madame Magloire, allez les chercher. La scène du petit Savoyard. Monsieur, ma pièce. Ma pièce, monsieur, s'il vous plaît. Rendez-moi ma pièce. Ma pièce blanche, ma pièce de 40 sous. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est à moi, monsieur. Rendez-moi ma pièce, je veux ma pièce. Vous avez le pied dessus. Mais à la fin, vous êtes dans votre pied. Tu t'en allais, toi, garde-moi? Et aussi dans des séquences épiques comme l'enterrement du général Lamarque, avec ses plans filmés à la main. Ou encore la prise des barricades. J'ai recherché à être le plus près possible du poète et cela m'a amené à ces cadrages particuliers, à ces éclairages un peu spéciaux, à un rythme qui était autant que possible la traduction au cinéma du rythme de l'ouvrage de Victor Hugo. J'ai volé Monseigneur Myriel, c'est vrai. J'ai volé le petit Savoyard, c'est vrai. Mais toute la faute ne m'en incombe peut-être pas.
Écoutez, messieurs les jurés, un homme aussi abaissé que moi n'a pas de remontrance à faire à la Providence et n'a pas de conseil à donner à la société. Mais voyez-vous, l'infamie dont j'avais essayé de sortir est une chose abominable. Ce sont les galères qui font le galérien. On doit aussi retenir de Raymond Bernard le remarquable Faubourg Montmartre et aussi Les Otages, une œuvre pacifiste écrite par Victor Trivas et Jean Anouilh qui fut achevée en 1939. Pas de bol, et ne put sortir donc qu'après la Libération. Alors voilà, il faut que 4 d'entre vous se désignent volontairement. Pourquoi 4? Tu as dit 5 tout à l'heure. Étant premier citoyen du pays, tu ne me contestes tout de même pas le droit de me nommer d'office. Premier citoyen du pays? Certaines scènes, coupées par la censure de l'époque, furent retrouvées dans des copies suisses sous-titrées en allemand. Et alors? Qu'est-ce que je suis, moi? La crotte de lapin? Et mes ancêtres, alors? Mes ancêtres, qui bottaient déjà le derrière des tiens sous Louis XIV. Ça ne compte pas? Non, monsieur, ça ne compte pas. Regardez-moi ça. Ça peut servir d'otage, parce que ça a gagné un peu d'argent dans le commerce. Saturnin Fabre y était génial, aussi bien dans ses scènes avec Charpin que dans ses rapports avec sa femme. Les grands blancs et mon monocle, pour les regarder. Tu me sortiras mon haut de forme, naturellement. Il n'y a que moi qui en ai dans le village. Il faut qu'il sache qui je suis. Tu mettras un cache-nez. Les matins sont si frais. Un cache-nez, elle me propose un cache-nez. Tu ne te doutes pas que je vais représenter la France? Oh, la France, la France. Elle ne te demande pas de t'enrhumer, la France. Je ne veux pas te perdre, tu sais. Je t'aime, moi, imbécile. Moi aussi. J'aurais voulu que cela puisse durer longtemps encore. Tous les deux. Mais le devoir... Nous sommes seuls. Ne fais donc pas de grandes phrases. Pour moi, tu sais bien que t'es toujours mon petit Rikiki. Ne m'appelle pas Rikiki dans un moment pareil. Pendant l'occupation, son statut de juif l'exclut du cinéma. On lui prend le scénario de Caprice et il doit se réfugier dans le Vercors. Son père, Tristan Bernard, est interné à Drancy et son neveu déporté à Mauthausen. Quand j'ai commencé à découvrir le cinéma, il était de bon ton, et je dois dire que j'ai souscrit à cette attitude, de regarder René Clair avec condescendance, voire avec mépris. C'était un cinéaste officiel, élu à l'Académie française, qui nous paraissait très éloigné d'un cinéma que l'on aimait. On sauvait ces films muets, 14 juillet, que j'avais bien aimé en le découvrant à la Cinémathèque, voir Le silence est d'or. Je n'avais pas du tout aimé À nous la liberté. La beauté du diable m'avait laissé de glace et la plupart des films récents de Clair ne m'intéressaient pas du tout. La biographie de Pierre Billard m'avait un peu ébranlé, mais c'est en revoyant un grand nombre de films que j'ai eu un choc. 14 juillet, j'ai été ébloui par certaines séquences, mais aussi par l'évocation très chaleureuse, très amicale d'un Paris populaire, peuplé d'ouvriers. Eh ben, dis donc, hein? Oui, c'est une trouvaille, ça. Ça nous permet de trinquer tous les deux, hein? De boutiquiers, d'artisans, d'apaches. C'est joli par là. Un Paris, certes fantasmé, rêvé, mais qui recoupe une certaine réalité. Ah, mais vous verrez ce soir, ça va être joli. Et revoir ces films provoque aussi une certaine mélancolie parce que ce Paris a totalement disparu.
l'empathie dont fait preuve Claire envers ses personnages entre pour beaucoup dans cette réussite. Regardez comment il filme Annabella. Comment il la rend à la fois vulnérable, fière, fragile et incroyablement sexy. Allez vous la fermer cette porte à la fin. Elle est d'une beauté confondante. À l'époque, on pensait que c'était une actrice limitée, sans doute parce qu'elle ne jouait pas, parce qu'elle ne faisait aucun effet, elle n'expliquait pas. Et finalement, quand on revoit ses films, son jeu paraît beaucoup moins démodé que beaucoup de comédiennes de l'époque. Il paraît même très moderne. Elle joue comme Isabelle Huppert. Il ne faut pas se fier toujours à des impressions de jeunesse qui sont en plus des impressions qui ont été dictées par d'autres. René Clair a souvent travaillé avec Georges Van Paris. Je te retrouve comme autrefois. On sent une grande complicité entre le metteur en scène et son compositeur. Complicité qui n'est pas étonnante de la part de Clair, parce que si on peut se permettre un tout petit flashback, Clair était quelqu'un qui avait utilisé la musique de manière assez innovatrice dans Le Million, passant de dialogue réaliste à la chanson. Je veux bien que vous m'empêchiez de dormir, mais je voudrais bien savoir pourquoi vous êtes si joyeux. Vous ne savez pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas cette histoire, nous allons vous la raconter. Mais vous refuserez d'y croire si nous disons la vérité. Mais vous refuserez d'y croire si nous disons la vérité. Van Paris a écrit beaucoup de musique de film. Jacqueline, Quoi? c'est l'heure de ta leçon de piano. Oh, la barbe! J'ai envie de retenir Les Belles de Nuit, d'abord parce qu'il y consacre une place importante dans ses souvenirs, en disant qu'il s'est livré à un exercice musical qui était très excitant, très passionnant. C'est un exercice sur la gamme. Il y avait un problème dans ce film que René Clair m'a posé. Il m'a dit, il faut que tu me fasses une valse, qui parte sur la gamme, parce que la petite fille à qui Gérard Philippe donne des leçons fait une gamme. Et cette gamme se transforme en une chanson que chante Martine Carole, et nous passons de la réalité au rêve, et cette chanson doit commencer par ça. Ces variations sur une gamme ascendante est aussi un bon moyen de montrer comment un personnage glisse du monde réel, un peu étriqué, à un monde fantastique, à un monde de l'imagination, un monde des rêves. Georges Van Paris, c'est un des grands mélodistes français. On lui doit des dizaines de chansons qu'on a tous fredonnées. Qui est cette ravissante musique? De moi, madame. De vous? Comme de bien entendu. Comme de bien entendu. Comme de bien entendu. Et Arletty aussi chantait mais il la trouve à mauvaise, comme de bien entendu. Et on s'est beaucoup amusé avec cette chanson. La 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 la. J'ai une jolie voix, qu'est-ce que t'en dis? Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes des moulins protègent les
Parmi les films dont Georges Van Parijs a écrit la musique, il y a bien sûr Casque d'Or. Embrasse-moi, mon père. L'un des grands titres de gloire de Georges Van Parijs, c'est la musique qu'il a écrite pour Madame II. Au début, Darieux chante, répond et joue avec la musique. Plutôt que de me séparer de cette rivière, je préférerais me jeter à l'eau. Non, ma croix. Ma croix, oh non, j'adore. Évidemment, c'est celle que j'aime le moins. Oh. Après tout, ils sont à moi, j'ai bien le droit d'en faire ce que je veux. On a beaucoup dit que cela faisait penser aux dernières œuvres de Mozart, que le film lui-même était empreint de ce sentiment de fragilité de l'essence humaine. La musique de Van Parijs l'a capté. Bon, et maintenant à ton tour, Michel, tu rentres? Moi, je l'attends dans le corps. D'accord, c'est ça. Jean Boyer avait été discrédité aux yeux de la critique et puis aux yeux des cinéphiles par une fin de carrière assez catastrophique. Découlant 346 AR, 6e. Il accumulait des œuvres paresseuses et on gardait un souvenir vraiment accablant. Boyer, c'était presque l'exemple de ce qu'il ne fallait pas faire, ce qui était, je trouve, profondément injuste. Suzy Delair, moi, m'avait dit qu'elle pensait que c'était un des meilleurs metteurs en scène de comédie. Et Georges Van Parijs, dans son autobiographie, le décrit comme quelqu'un de sensible, de doué, très doué pour la comédie. Il ajoute aussi que c'était un remarquable parolier de chansons. Et c'est vrai qu'il en a écrit des dizaines. Totor, tator, tutus et tu te tues. Pourquoi tant et te tues, c'est Jean Boyer. Et tout ça va faire d'excellents Français, c'est Jean Boyer. Au lieu de ramener sa fraise, comme ça bien entendu, il se contente d'aller foutre le pied au cul, comme ça bien entendu. J'avais gardé en tête « Nous irons à Paris », qui est une œuvre qui témoigne d'une bonne humeur, d'un entrain, d'une allégresse et aussi d'un manque de prétention. Le manque de prétention est une caractéristique de tous les films de Boyer, y compris ses plus réussis. À la miaou, tous les cœurs sont en pique-nique. À la miaou, les filles n'ont pas peur du loup. Et si la belle vous dit soudain, j'adore les fourrures, quand donc aurais-je mon ragondin? Chanter d'un air badin, à la miaou, c'est bien plus économique, voyons. À la miaou, il y a de la joie pour les matous. Et c'était une des premières fois qu'on évoquait une radio pirate. Ici prend fin, mes chers auditeurs, l'émission de Radio X. Je n'ai pas besoin de vous dire que les grosses vedettes que vous venez d'entendre portent toutes la gaine Lotus. La gaine Lotus, la reine des gaines. Mais j'ai eu d'autres surprises en me promenant à travers les années 30, où là, Boyer a écrit et réalisé un certain nombre de films, souvent musicaux, qui sont épatants de rythme, de jovialité, de dynamisme. Pardon, pardon, nous désirons
vivement, vivement, un renseignement. Préparez-nous l'itinéraire du voyage que nous allons faire. Qui commence, comme chez Jacques Demy, par une scène où tout le monde chante, pas sur une scène de théâtre, dans les bureaux du Touring Club. Lorsque l'on est du Touring Club, venez, n'hésitez pas, nous sommes là pour ça, nous les petites secrétaires. Jamais nous voyageons, jamais nous départons, allez au bécon les bruyères. Mais nous savons par cœur les itinéraires de toute la terre. Et nous les voyageurs, nous les expédions du pôle jusqu'à l'équateur. Et qui se poursuit par d'autres chansons remarquables, toujours Vent Paris et Jean Boyer. prends la route de ton choix, prends la route et va tout droit, elle est à toi. L'air de Paris comme le train gris, mais le grand air te le rendra plus clair. Plus de gouttes pour la toux, prends la route, elle guérit tout, prends la route, aimez-vous. Il filme en extérieur et en travelling, avec beaucoup de mouvements d'appareil. Il y a toujours un passage à niveau. On est une 8 cylindres ou un simple taco. Au but qu'on veut atteindre, on n'arrive pas plus tôt. Qu'on fasse comme une torpille ou qu'on se traîne comme un veau. On se retrouve en famille devant le passage à niveau. Il y a toujours un passage à niveau qui barre la route, ça vous dégoûte. On arrive ou trop tard ou trop tôt. On passe tout de suite où l'onter le poireau. La barrière est en bas ou en haut. On se demande d'ailleurs où était l'orchestre. Si ces chansons étaient filmées en direct, où était l'orchestre? Il y a toujours un passage à niveau. Un mauvais garçon, où il y a moins de chansons, mais il y en a une ultra célèbre, qui est celle du titre, qui est chantée et par Gara et par Darieux. Nous les paumés, nous ne sommes pas aimés, des beaux bourgeois qui nagent dans la joie. Il faut avoir, pour être à leur goût, un beau faux col et un chapeau mou. Ça ne fait pas riche une casquette, ça donne le genre malhonnête. Tu sais pourquoi quand un bourgeois nous voit, il dit en nous montrant du doigt: c'est un mauvais garçon. Il a des façons pas très catholiques. On a peur de lui quand on le rencontre la nuit. C'est un méchant petit gars qui fait du dégât sitôt qu'il s'explique. Ça joue du poing, de la tête et du chausson, un mauvais garçon. Un mauvais garçon est une très bonne comédie avec Allerme, un de ses acteurs fétiches, qui est tout à fait épatant. Écoute-moi bien. Si dans 18 mois, tu n'as pas déjà un semblant de situation, enfin si tu n'as pas un peu le pied à l'étrier, je te dirai, ma fille, pose ta cigarette. Je te dirai, ma fille, rentre à la maison, épouse un brave garçon et fais-moi grand-père. Et tu feras ce que je te dirai de faire pour me remercier d'avoir fait ce que tu désirais. Oui, papa. Le film doit beaucoup à Darieux, qui est incroyable de spontanéité. Cela donne une fraîcheur, une rapidité, une vivacité à son personnage qui est tout à fait remarquable. Je ne donnerai pas ma place pour un boulet de canon. Je ne donnerai pas ma place, elle est trop bonne et j'ai le filon. Tous mes ennuis s'effacent, l'espoir est dans mon cœur. À tous les gens qui passent, je veux crier mon bonheur. Je ne donnerai pas ma place pour celle du voisin. Je ne donnerai pas ma place et le roi des